insisté sur l'utilité de Donald Trump, sur vraiment montrer à quel point l'aide des États-Unis était cruciale finalement pour le flatter, pour ne pas le mettre en colère et lui faire passer des messages subliminaux aussi, parce qu'ils ont tous parlé de l'importance d'un cessez-le-feu avant un accord de paix, de l'importance des garanties de sécurité. Donc on sentait qu'ils étaient un peu stressés, mais qu'ils voulaient vraiment faire passer un message à Donald Trump et qui, on a l'impression, s'est plutôt pris au jeu. En tout cas, il a accepté il a accepté ses commentaires de façon plutôt, il semblait plutôt content. Il a même dit que ce qui n'était pas prévu à la base, peut-être il les retrouverait ensuite dans le bureau ovale. Merci beaucoup Sonia Dridi à Washington pour LCI et TF1. On va vous retrouver évidemment tout au long de cette soirée parce qu'elle est loin d'être terminée. Les représentants européens et qui sait peut-être Donald Trump, Volodymyr Zelensky s'exprimeront une fois cette réunion qui est toujours en cours terminée. Colonel, qu'est-ce que vous avez pensé vous de ce tour de table un peu banal, disons les choses? Alors d'abord juste un petit mot sur la première réunion avec Volodymyr Zelensky. Voilà. D'abord vous noterez que le décor a un peu changé. C'est-à-dire, si vous comparez avec le 28 février, vous verrez que derrière, en fond de tableau, il y a plein d'or. Donald Trump a rajouté des dorures de partout. Voilà, il a rajouté un peu son style, son beau goût habituel. Dans l'ensemble, on sent quand même tout le monde, en réalité, un petit peu tendu quand même. On sent qu'on est un peu sur des œufs. Il y a la volonté, pour tout le monde, de se maîtriser, notamment en public en tout cas, malgré l'impolitesse de Donald Trump. C'est l'impolitesse devant Volodymyr Zelensky. On n'en parle pas devant un chef d'État étranger alors qu'on est en train de préparer quand même des choses importantes, discussions importantes. On ne fait pas un laïus sur 20 minutes de politique intérieure, sur ses succès intérieurs, sur tous ses problèmes. On a vu pire, hein. Avec Mélanie. Mélanie, elle a attendu 50 minutes en faisant des gestes parce qu'elle s'ennuyait. Donc en fait, c'est l'habitude, c'est pas quelque chose d'exceptionnel. En fait, c'est assez habituel, mais c'est à la fois surréaliste. Ouais. Moi, je m'habitue pas à ce surréalisme. Moi, je compare, en fait. C'est pas exprès par rapport à Zelensky, c'est juste ça. Hein. C'est vrai, il le fait toujours. Sergueï, pour vous, j'ai remarqué évidemment que Donald Trump portait les couleurs de la Russie, rouge, blanc, bleu, avec un bleu qui est très similaire à celui du drapeau russe. Il était habillé de la même manière en Alaska. Alors en Alaska, évidemment, ça nous avait moins interpellé. Est-ce que vous pensez que c'est fait exprès ou que c'est un hasard complet? Non, je crois qu'il n'y a rien de particulier. Vous savez, c'est aussi les couleurs françaises, hein, donc oui, il n'y a pas vu ça comme ça. D'ailleurs, c'est plutôt des couleurs françaises parce que le bleu de la France. Parce que aussi, ça peut non, mais ça là, non, c'est son habit. Le détail dit beaucoup. C'est son habit normal. Parlons de la présence des Européens. Ce soir à Washington, qu'est-ce qu'elle peut changer, Gallagher, à la suite de cette guerre? Alors, plusieurs choses. La première, et on en a parlé, je pense que les Européens devaient servir aujourd'hui de zone tampon entre la colère éventuelle de Donald Trump et Volodymyr Zelensky. Donc c'était un des leviers, un des mécanismes, ça paraît bête de le dire, mais je pense qu'il faut oser le dire, afin de faire tout ce qui est possible pour s'assurer que la scène du 28 février ne se reproduise pas aujourd'hui. La deuxième chose, c'est qu'ils sont également là pour faire zone tampon entre la tentation évidente de Donald Trump de pousser Zelensky à la capitulation et Zelensky, c'est-à-dire faire en sorte qu'il ne se sente pas acculé, obligé de compromettre, de concéder et donc de mettre en péril à la fois la sécurité de son pays, l'Ukraine, et celle du continent européen. Enfin, et c'est là que l'administration américaine espère se servir de ces Européens afin qu'eux aussi fassent peut-être pression sur Zelensky sur certains sujets. Et c'est là qu'on retrouve ce sujet des garanties de sécurité qui est central dans cet exercice de funambulisme diplomatique extrêmement compliqué. Monsieur l'ambassadeur, on a cru comprendre hier soir, c'est l'une des hypothèses, évidemment, rien n'est sûr parce qu'on ne sait pas ce qui va ressortir de cette réunion ce soir, que les Européens pouvaient être les garanties de sécurité. Est-ce que c'est possible? Est-ce que c'est à eux que va incomber cette tâche avec peut-être un appui américain, mais qu'ils feront
l'essentiel du travail. Alors, l'appui américain est indispensable, ça va débloquer l'attitude de la Grande-Bretagne, de l'Italie, peut-être même de l'Allemagne, peut-être même des Polonais qui ont dit qu'ils ne participeraient pas aux garanties de sécurité. Curieusement, dans un premier temps, ils considèrent que leur armée est suffisante à eux seuls pour être une force de résistance à la Russie. Alors, évidemment, c'est compliqué parce qu'on sait très bien que les Européens ne veulent pas être sur la ligne de front parce qu'ils n'ont pas assez d'hommes et parce qu'ils ne veulent pas quand même qu'en cas de problème, il y ait une guerre directe entre les Européens et les Russes. Donc ensuite, il y a toute une gamme. Alors, j'ai vu que Mélanie avait dit, reprenant cela les propos de Trump, qu'il faudrait trouver un modèle de type article 5. Un mécanisme ressemblant à l'article 5 du traité de l'OTAN, qui ne soit pas intégré ou lié à l'organisation. Voilà. Donc, soit il est inclus dans l'accord de paix, qui est une façon, mais ce qui veut dire à ce moment-là que les Européens signent l'accord de paix, parce que sans ça, ils ne seront pas tenus. Soit il y a une multiplication d'accords bilatéraux, avec ce qu'on appelait autrefois des accords de défense, c'est-à-dire si vous êtes attaqué, la France, l'Angleterre, etc. rentrent en ligne de compte. Je ne suis pas sûr, enfin, vous défendre militairement, je ne suis pas sûr que les diplomaties de nos pays soient prêts à ça, mais on peut très bien l'envisager. Mais surtout qu'historiquement, les accords bilatéraux, c'est ce qui est le plus facilement rompu. On est rentré en guerre avec la Pologne quand même. Quand les nazis ont attaqué la Pologne, on avait un accord de défense bilatéral. Oui, mais sauf que personne... On n'avait pas avec la Tchécoslovaquie. Tout le monde semble oublier que l'année dernière, il y a 30 pays qui ont conclu les accords décimales avec l'Ukraine sur les garanties de sécurité. Vous l'avez oublié aussi, la France a signé ça au mois de février l'année dernière, les États-Unis au mois de mai l'année dernière. Oui. Et pourquoi on parle diplomatique? Il avait raison, puisque c'est désormais très sérieusement envisagé. Deuxièmement, pour moi, la grande info à ce stade de la soirée, vous voulez parler de l'article 5, mais c'est que quand la question est posée à Donald Trump de savoir si des troupes américaines pourraient être envoyées en Ukraine, il ne répond pas non. Il ne répond pas. Alors on va écouter Donald Trump justement là-dessus, et après je vous donne la parole, Natacha. Bien avant l'arrivée de Poutine, eh bien, il a toujours été dit qu'il ne serait pas possible pour l'Ukraine de rejoindre l'OTAN. Mais nous allons parler de ce sujet aujourd'hui. Quoi qu'il en soit, nous allons leur offrir une très bonne protection, une très bonne sécurité. Et à ce moment-là, le journaliste lui demande, est-ce que vous allez envoyer les soldats au sol en Ukraine? Il y a des gens discuteront. Voilà, il y a des gens qui m'attendent juste après, référence aux Européens, on verra. Pour moi, c'est un coup de tonnerre, un séisme dans l'univers MAGA immense. C'est tout ce que les gens, des dizaines de millions d'Américains qui ont voté pour lui, ne veulent pas. Je mets de côté l'inflation, la question migratoire. Franchement, un engagement américain trop au sol. Je ne suis pas certain que Donald Trump ait bien réfléchi ou ait bien étudié ces éléments de langage avant de faire cette espèce de réponse sibylline. Il va certainement y avoir un recadrage, j'imagine, d'ici la fin de la séquence. Sinon, franchement, moi je suis totalement... C'est la seule façon de faire accepter les concessions qu'il veut extorquer à l'Ukraine. C'est la seule façon. Mais elles n'y sont pas pour l'instant, ces concessions. Oui, je me permets de rebondir. En fait, de ce que j'ai compris, et visiblement j'ai pas tout compris, c'est souvent le cas, aujourd'hui, en fait, ils vont mettre de côté la question territoriale, ils vont mettre de côté d'autres questions ultra sensibles. La question des garanties de sécurité, elle est centrale, elle est sur la table. Et ils réservent les questions notamment territoriales, d'autres questions sensibles, pour la trilatérale avec Vladimir Poutine. Mais encore une fois, pour moi, c'est un séisme, cette formule sibylline de Donald Trump. Natacha, est-ce que c'est un séisme? Alors, là où je suis entièrement d'accord avec Gallagher, c'est que c'est l'élément absolument fondamental, puisque c'est celui qui permet que tout le reste bouge. Et je le disais tout à l'heure, si Donald Trump met ça sur la table, c'est... A priori, on peut imaginer qu'il en a discuté avec Vladimir Poutine et que Vladimir Poutine a dit « d'accord, pour ça, on peut avancer là-dessus ». C'est en ça que c'est absolument énorme. C'est que ça veut dire que la situation a changé. Une seule seconde. Je réponds à votre question avant que vous la posiez. Que Vladimir Poutine accepte qu'il y ait des soldats, alors américains n'en parlent même pas. Otanien, le ministère russe des Affaires étrangères vient de faire un communiqué. Il est sorti il y a, je sais pas, 1 heure, 2 heures, en disant il est totalement hors de question qu'il y ait des troupes liées
un pays otanien sur le sol ukrainien. Non, ça dans le cadre de la dit répété, et c'est clair, il n'est pas question. Enfin, comment dire, on ne fait pas la guerre à l'Ukraine en partie pour et entre nous, je suis persuadé qu'il ne veut absolument pas cesser cette guerre. Donc tout ça, tout ce qu'il fait actuellement, c'est pour gagner du temps. Parce qu'il est persuadé que sur le champ de bataille, sans l'aide américaine, l'Ukraine va tomber. Et donc, franchement, on peut bien évidemment discuter de ces garanties. En plus, nous ne savons rien de tout ce qui se discute actuellement dans le huis clos entre ces dirigeants. On va entendre ce qu'ils vont nous raconter en sortant de cette salle, s'ils veulent bien nous raconter quelque Ce chose. devrait être le cas et ce sera évidemment... Parce que je vous rappelle aussi que Poutine et Trump, il y a une semaine, ils sont sortis de la salle, ils nous ont rien dit. C'est vrai, c'est vrai. Et c'est pour ça que cette soirée est aussi incertaine. C'est le principe de négociation aussi complexe, c'est qu'a priori, ils ne vont pas commencer à raconter à la presse, aux opinions, surtout tout ce qu'il y a qu'ils une ont autre, discuté. il y a une autre Et évidemment, étape qui nous se prépare. n'aurons pas les réponses immédiatement. Je vous rejoins sur un point qui est qu'on ne peut pas savoir ce qui est